Bonjour à tous, nous sommes toujours au mois de mai, le mois des commémorations. Nous aura beaucoup aujourd'hui. Mais avant, on parlera dans un moment de sport et particulièrement de football avec nos deux invités. Je vais parler de M. Mirabli, bonjour. Bonjour. Et de M. Paulin, bonjour. Bonjour. On retrouve avec plaisir. Laetitia Lebrave sera aussi notre invité un peu plus tard. Michel Girand, infirmier libéral, éducateur et thérapeute, sera là. On va parler justement de musique, mais de mai 67 avec Gilbert Okoko, musicologue, guitariste, pro de musique et écrivain. Et on va terminer avec la chronique de Miguel d'Aubergne. Face à face, tout de suite, les titres avec Iman. Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le ZCL. Donc aujourd'hui, nous parlerons forcément de la commémoration du 27 mai où il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés sur Petit Canal, Sainte-Anne, Gourbert. Nous parlerons aussi des entreprises avec un bilan qui sera fait auprès de la CGSS pour comment accompagner ces entreprises suite au Covid. Et nous terminerons par la Semaine du Créole qui a organisé sur Baïf des événements autour des collèges. Voilà. Tout de suite, rapidement, un petit point de presse, puisque ce matin, la CGSS faisait un point de presse, justement. C'est un petit peu hors sujet, mais c'est très important pour les entreprises, parce qu'il s'agit justement de régulariser leur situation. Et la CGSS voulait dire aux chefs d'entreprise, il est temps de porter manœuvre, comme on dit, parce que le moratoire, il est très limite. On regarde rapidement ce petit sujet de Johanna Flandrina, notre stagiaire. Le point, c'est de communiquer auprès des entreprises sur le fait que nous allons envoyer des courriers, 3000 courriers qui vont partir exactement, pour les prévenir de la suite des opérations, à la façon dont nous allons accompagner les entreprises dans leurs difficultés. Comme vous le savez, pendant la crise Covid, les entreprises ont pu reporter le paiement des cotisations et c'est maintenant qu'ils ont obligation de rembourser les cotisations qui n'ont pas été payées pendant la période Covid. Un certain nombre de moratoires ont été mis en place, c'était le cadre des mesures prévues par le gouvernement. Bon nombre sont respectés, la moitié des moratoires sont respectés normalement par les entreprises, un certain nombre sont déjà complètement réglés d'ailleurs. Il reste par contre des entreprises qui ont des difficultés à honorer ces moratoires. Donc on envoie un courrier pour les inviter à reprendre contact avec nous pour fixer les modalités de régularisation de ces cotisations. Le but pour nous, c'est vraiment d'aider les entreprises, de faire en sorte qu'elles puissent passer le cap dans de bonnes conditions. Donc, c'est une invitation à les contacter par Internet, par un mail, pour pouvoir reprendre contact avec nous, les aider, éventuellement les recevoir, si elles le souhaitent, pour leur permettre de régulariser dans les meilleures conditions possibles leurs cotisations qui restent dues. Alors, sur la cible des travailleurs indépendants qui pourraient recevoir ce courrier, nous sommes aussi disponibles pour les accompagner via ce qu'on appelle l'aide aux cotisants en difficulté ou une aide financière exceptionnelle qui peut venir compléter les dispositifs de plan d'apurement. Donc vraiment que les travailleurs indépendants se rapprochent aussi de la CGSS pour un meilleur accompagnement. Ça signifie que le coup près risque de tomber très rapidement. Alors attention à autres chefs d'entreprise, le moratoire et compagnie. C'est la CGSS qui a dit ça, c'est que Bitan Ravine. Bien, alors on va pas changer de sujet, on va parler de football, puisque le Conseil général organise, on peut dire, c'est un tournoi U16. Alors je m'adresse d'abord à M. Mirabli pour nous expliquer un petit peu dans quel contexte ça se fait, puis on verra tout à l'heure avec notre second invité, M. Paulin, comment ça va s'organiser. D'accord. Bonjour à tous. Oui, comme vous l'avez précisé, le conseil départemental s'associe aux grands événements sportifs et c'est la volonté justement du président Losbar de mettre en avant ce qui se fait au point de vue local. Donc ce tournoi U16 permet de promouvoir nos jeunes Guadeloupéens qui sont issus du CFA, du Pôle Espoir et aussi d'autres sélections. Donc ces jeunes vont être confrontés à des clubs de la métropole, des clubs invités comme le Havre, Marseille et le Stade Rennais ainsi que la République du Congo, bien sûr la sélection de la Martinique. Donc c'est un événement où on incite en tout cas tout le public guadeloupéen à venir voir ce que nous faisons au niveau local par rapport à ce qui se fait de mieux au niveau de la métropole. Ça signifie que nos jeunes vont être confrontés. Alors c'est quoi? C'est une équipe guadeloupéenne des meilleurs jeunes U16 ou comment ça s'est organisé? Alors il y a de l'équipe. Je pourrais rentrer dans le détail dans quelques instants, mais l'idée c'était justement qu'il y ait déjà la valorisation du CERFA et du Pôle, qui sont deux institutions qui permettent de former nos jeunes guadeloupéens et d'associer justement les autres sélections, c'est-à-dire une sélection Sud-Bastère
Nord-Basse-Terre, une sélection Sud-Grande Terre, Nord-Grande Terre, une sélection 4 Excellences, une sélection de Marie-Galante qui va permettre justement à tous ces jeunes de pouvoir se mettre en avant et de valoriser aussi ce qui se fait au niveau du territoire. Juste une dernière question sur cet aspect. Est-ce que ces jeunes-là viennent du CREPS, enfin du CERFA, ou bien on les a pris comme ça? Alors, il y a une sélection stricte Paul CERFA. D'accord. Qui sera réunie justement pour valoriser ce qui se fait sur notre département. Et il y a d'autres jeunes qui sont ici, d'autres clubs, aussi pour permettre de promouvoir le travail qui est fait dans le club et pour permettre à ces jeunes-là de se faire voir aussi. Alors, Éric Poulain, vous êtes l'organisateur de cette Coupe du Monde de la Guadeloupe, de U16, pratiquement c'est un championnat du monde, puisqu'il y a des équipes d'un peu partout. Comment vous avez mis ça en place concrètement? Alors en fait, l'initiative, c'est une initiative du département depuis quelques années. Je crois que la première édition a eu lieu en 2012. Et pour des raisons pandémie, pendant 3-4 ans, on a abandonné ce projet et qui revit cette année alors avec une catégorie U16. Alors pourquoi les U16? Parce qu'avant c'était les U15. Les U15 c'était des jeunes qui sortaient du Pôle Espoir et c'était une occasion pour les différents clubs formateurs tels que Rennes, comme Le Havre et tout ça, de prendre des gamins très jeunes et ceux qui avaient été sélectionnés en Guadeloupe et de les emmener dans les centres de formation. Mais on s'est rendu compte qu'à 15 ans, c'est un petit peu jeune pour faire partir un Guadeloupéen qui est ancré dans l'ambiance familiale et ils avaient de plus en plus de difficultés à pouvoir s'adapter. C'est pas sur le plan footballistique, hein, c'est surtout le plan environnemental, l'environnement, éloignement des parents. Voilà. Alors on a décidé cette année, le département a décidé cette année aussi, comme il y a le CERFA qui a pris naissance depuis 2-3 ans, de promouvoir la catégorie U16. Alors ça fait les gamins qui sont bons en U15, après ça leur fait une année supplémentaire de préparation. Oui. Et à partir de U16 maintenant, ils sont plus aguerris à rentrer dans les centres de formation. Et là, je pense que à partir de cette édition, on verra quand même que dans tous les centres de formation, il faudrait qu'il y ait 1, 2, 3 Guadeloupéens formés chez nous. Alors, à la fin, il y aura un champion, quelque chose comme ça. Comment ça va se qualifier, on peut dire? Qui sera qualifié à la fin? Alors, le but avant tout, c'est pas de se dire oui, mais il faut qu'on fasse des équipes pour localement gagner. Non, le but, c'est d'échanger à travers des sélections qui viennent d'Afrique, du Brésil. On a une sélection, on a une équipe de Flamengo. C'est la Coupe du Monde. Voilà. C'est pas tout à fait la Coupe du Monde parce qu'on n'a pas des Asiatiques. Mais bon, allez, disons que c'est un mini championnat avec diverses cultures. Et le fait d'avoir une sélection du Brésil, ça va nous permettre aussi de voir quelle est la différence qu'il y a entre le football sud-américain et européen chez les jeunes. Oui. On sait qu'il y a la Champions League, on sait que les meilleures équipes en seniors sont les équipes européennes, mais là, chez les jeunes, je peux vous dire que les Brésiliens, par exemple, la délégation était prévue pour 18 personnes, et ils sont venus à 26. Et quand on regarde, il y a un médecin, il y a un kiné, il y a un préparateur mental et tout cela. Ils prennent ça très, 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 très au sérieux. Ce qui prouve que ici, à la Guadeloupe, on peut faire quelque chose de bien parce qu'on est idéalement placé. Oui. Et puis, on est dans le système CONCACAF. Oui. Dans le système CONCACAF. Et je crois que cet événement devrait s'accroître dans les années à venir et peut-être faire un grand tournoi qui, à ce moment-là, qui sera presque une Coupe du Monde. L'autre question qui se pose, bien sûr, c'est que c'est une très bonne initiative. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, j'ai été footballeur, je sais ce que c'est. Mais nos jeunes disparaissent après. Pas nécessairement parce que le fait de faire ce genre de tournoi aussi incite de plus en plus de jeunes à se mettre au football. On sait pertinemment que ce n'est que les meilleurs des meilleurs qui partira. Donc,
permettant de faire ce tournoi, on incite nos jeunes justement à venir au football et à permettre de valoriser aussi notre formation. Parce qu'on est très conscient que pour pouvoir devenir demain footballeur professionnel, c'est quelque chose de très difficile. Donc permettre justement à ce que les jeunes se mettent au football en essayant de se faire voir, c'est aussi la démarche du conseil départemental et de permettre justement que les choses se fassent. Alors la question à l'envers, c'est au niveau de la formation footballistique en Guadeloupe, est-ce que, parce que je sais qu'il y a des problèmes de stade, quelquefois ça dépend de la région, c'est pas de vous, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour former, enfin bref, est-ce qu'il y a une bonne école de football en Guadeloupe aujourd'hui? En dehors du CREPS, hein. Je parle au niveau des autres clubs, etc. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut des événements forts pour inciter, justement, pour mettre en place des choses. À partir de ce tournoi qui restera dans le calendrier, derrière, vous pensez bien qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place au point de vue de l'amélioration des infrastructures, de la formation des éducateurs en elles-mêmes, et au niveau de la Ligue aussi, de donner des moyens, justement, aux clubs de pouvoir, justement, travailler au niveau des écoles de football qui permettront, justement, de relever le niveau. Donc cet événement, si vous voulez, doit être vecteur d'une politique derrière qui permet justement à nos jeunes de pouvoir bénéficier de cet événement et de pouvoir se former. Alors, je vous pose la question, mais ça s'adresse aussi à M. Poulain. Un jeune qui émerge, bon, il est plus cadet, il est presque junior. Est-ce qu'il peut demain être chez les Guada Boys, s'il est repéré? Alors, en fait... Maintenant, c'est une politique, je dirais, que la Ligue devrait mettre en place. Parce que la sélection Guada Boys est gérée par la Ligue de football. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que quand un gamin est bon à 18 ans, qu'il a été repéré et qu'il est dans un centre de formation, s'il n'est pas en équipe de France, il pourra jouer avec les Guada Boys. C'est-à-dire à partir parce que c'est ça le problème, c'est l'histoire de l'équipe de France. Et, voilà. On sait que c'est M. Sylvestre, je crois, qui s'occupe de ça en France. Voilà, et c'est le lionnage qui est un petit peu... Très je ne dis pas bancal, mais enfin, bon, qui n'est pas un autre avantage, on va dire. Oui, mais l'avantage aussi qu'on a mis en place, c'est qu'il y a les sélections U17, les sélections U19. Donc ce sont déjà des garçons qui sont déjà dans le giron et qui, lorsqu'ils grandiront, comme l'a dit M. Poulain, s'ils ne rentrent pas en équipe de France, ils peuvent justement venir en tout cas venir pour la sélection de la Guadeloupe, et de plus en plus de toute façon de Guadeloupéens qui sont en métropole aspirent à justement participer à... Alors excusez-moi, vous savez que le mot métropole est interdit maintenant. Eh bien en France on va dire, aspirent justement à venir en sélection, et d'ailleurs c'est une bonne chose, parce que participer à la CONCACAF, jouer contre des pays, c'est quelque chose de valorisant. Oui, parce que en fait, à 16 ans, bon, enfin, vous savez, il y a des footballeurs français au PSG, par exemple, qui ont commencé très tôt au niveau professionnel. Donc, ça veut dire que nos U16 aujourd'hui, potentiellement, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Alors, l'autre question pour M. Poulain, on parlait de l'équipe du Brésil, enfin, des Brésiliens qui viennent. Traditionnellement, notre football était plutôt tourné vers l'Amérique latine. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un choix entre le football à la mode anglaise ou espagnole, voire française, ou alors vers l'Amérique latine? Non, c'est vrai que moi, j'avais été surpris lors d'un stage qui avait été organisé, que j'avais organisé, un stage de formation qui avait été organisé il y a 7-8 ans. Et il y avait une 60aine de gamins, et l'éducateur formateur qui venait de Métropole, il a dit « Ouais, mais qui c'est qui est pour le Brésil ?» Sur les 60, il y en a 50 qui étaient pour le Brésil. Oui. Alors, c'est que on a cependant toujours gardé cette culture Brésil, mais après, maintenant avec des joueurs comme Mbappé, tous ceux qu'on voit dans le championnat de France... Neymar ne donne pas l'exemple. Si, je ne dirais pas que Neymar ne donne pas l'exemple, mais Neymar n'est pas le seul. Maintenant, c'est ça, il y a Mbappé, il y a plein de joueurs qui font rêver les jeunes Guadeloupéens. Et cette culture du Brésil va forcément disparaître. Après, si on a d'autres pelés qui sortent, peut-être de Flamengo, que Flamengo sera ici, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, les jeunes Guadeloupéens... Il y aura des joueurs de Flamengo dans l'équipe qui vient. Ah bien, l'équipe brésilienne qui vient, c'est Flamengo. Ah, c'est Flamengo. Ah, c'est Flamengo. Et quand oui, c'est vrai. Ah ouais, quand je
quand je dis qu'ils sont très motivés, c'est quand même une équipe, Flamengo, c'est l'une des équipes de Rio de Janeiro. Avec Santos et bien sûr. Non, Santos, c'est Sao Paulo, Oui. mais Fluminense, Vasco da Gama. Et c'est des gens, quand il y a des matchs, des stades de 65 000 personnes, pleins, tout le temps c'est des derbies. La culture brésilienne du football, elle existe toujours. Maintenant, c'est nous, on parlait tout à l'heure des jeunes qui évoluent chez nous. Moi, je pense que l'objectif, ce n'est pas de faire un coup comme on fait là. Oui. C'est pérenniser. De faire un coup. Oui. Quand je dis non, mais par exemple pour en 2024, l'édition 2024, eh bien les gamins, il faut que pendant toute l'année, qu'on ait des sélections qui se réunissent. C'est ça qui nous manque. Voilà. Il faut que dès le mois de juin, juillet, qu'on commence à travailler avec des gamins nés en 2008, oui. Qui vont commencer à se préparer. Et quand arrivera la compétition au mois de mai, au mois de juin 2024, à ce moment-là, on aura non seulement le CFA, mais on aura sélection de Basse-Terre, sélection de Grande-Terre, Cap Excellence. On revient à l'USBT, à l'SGT comme avant? Non, mais c'est exactement ce que M. Colin dit, c'est de maintenir ce tournoi-là dans le calendrier pour derrière justement qu'il y ait toute une organisation pour permettre à nos jeunes de se préparer. Et aussi, c'est ça le but, c'est de permettre justement de valoriser le travail qu'il fait au quotidien. Parce que M. Zamboni, juste pour vous dire qu'il y a 80 jeunes qui vont participer au tournoi. C'est énorme, ce n'est pas une seule sélection. Une sélection, on va se dire, il y a les meilleurs, c'est le CFA. On prend les 12, mais la compétition va être très dure. Très, très, très dure. Et tous sont motivés. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, l'ouverture, c'est jeudi, c'est ça, après-demain? Alors, jeudi, on a le stade de Capesterre, on a Sainte-Anne, on a le Moule. Et l'après-midi, pour éviter de faire des allers et retours de Capesterre, venir à l'hôtel, manger. Et tout le monde est logé à l'hôtel, hein, toutes les équipes. Hein. D'accord. Même les équipes locales sont logées à l'hôtel. C'est déjà pas mal. En pension complète. L'après-midi, on a le stade du Lamentin, parce que la pelouse, elle est belle. Et puis, on a le synthétique de Pierre Antonius. Oui. Et puis, on n'a pas voulu trop les éloigner, parce qu'avec les embouteillages, c'est compliqué. Donc, il y a... le jeudi et le vendredi, il y a 5 stades qui sont directement concernés. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Il y a les écoles qui seront là, M. Mirabli. Vous confirmez? Oui, je confirme que les écoles ont été invitées, les collégiens ont été invités, et pour permettre justement à tout un chacun de pouvoir participer à cette belle manifestation. Oui. Alors, je pose une question pour vous embêter. Pourquoi il y a le logo de l'OM et pas celui du PSG? Alors, pourquoi pas le PSG? Parce que le PSG n'a pas pu venir cette année, mais ils ont dit qu'ils seront là l'année prochaine. Et je peux vous dire qu'il y a une année où il y a eu l'OM et le PSG dans le même avion, mais ils n'ont pas pris le même bus. Ah bon? Ils ont dit non. À ce point-là? À ce point-là, à 15 ans. Oui. Heureusement, il y avait 2 bus, alors on a dû le séparer. D'accord. Autre chose, j'imagine que l'entraîneur de Guadaboy est invité à ce type de manifestation. Oui, il y a même des anciens joueurs de Guadaboy. Même les anciens? Qui sont, notamment Cédric Vanoukia, qui accompagne la sélection de Rennes, qui est un ancien Guadaboys, et qui sera présent. Donc c'est vraiment une belle fête pour valoriser le patrimoine guadeloupéen. Oui. Écoutez, on souhaite bonne chance à tous ces jeunes guadeloupéens. Et puis à cette compétition, on va regarder là. Il y a une petite vidéo, je crois, de promo. On vous la diffuse gratuitement. C'est pas aussi. 3 jours de compétition, 5 stades, des sélections de jeunes Guadeloupéens face à plusieurs équipes de l'extérieur. Du 1er au 3 juin, ne manquez pas le tournoi international U16 de football du département Guadeloupe et de la Ligue guadeloupéenne de football avec à l'affiche l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais, le Havre, mais aussi le Flamengo du Brésil, la Martinique et la République démocratique du Congo. Alors tous derrière nos jeunes, ouh les CEO! Entrée libre et gratuite. Programme complet sur les réseaux sociaux du département Guadeloupe. Voilà, merci messieurs. Et puis, merci, ça a été un plaisir. On prend rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Pour l'édition 2024. Oui. Et puis on vous verra peut-être à la fin de ce tournoi, faire un petit peu le bilan. Ce sera intéressant. On va faire un bilan avec vous. Et avec plaisir. Voilà, on revient tout de suite à l'actualité, commémoration des abolitions. On commence par le cimetière des ancêtres à Capesterre, ce reportage de Désir Boukou.
Alors nous sommes aujourd'hui au cimetière de nos ancêtres pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. L'objectif, il est simple et important à la fois. Il s'agit ici de pouvoir commémorer un moment important. Aujourd'hui, alors à Capesterre-Belle-Eau, on a la chance d'avoir plusieurs sites où on a des traces de cette période qui est la période esclavagiste, mais aussi toutes les périodes au fait qui englobent les êtres, les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ère des premiers habitants qui sont les Amérindiens à après. C'est surtout un honneur pour nous d'être présents chaque année sur ce site et les autres également, d'être présents. Et comme j'ai tendance à le dire si bien, nous sommes ici parce qu'il y a eu un passé et c'est en connaissant ce passé que nous pouvons aujourd'hui grandir dans le présent et construire le futur. Et c'est très important pour notre jeunesse, pour nous, mais également pour notre jeunesse. Ce lieu nous permet de commémorer la mort des ancêtres communs, car ce cimetière met en évidence le décès et les restes d'ancêtres africains, d'ancêtres indiens et d'ancêtres Kalinas. C'est la raison pour laquelle, depuis 3-4 ans, je commémore cet événement. Commémorer est un geste important, c'est un devoir de mémoire pour nous tous ici, représentants. Il s'agit pour nous également de solenniser véritablement ce lieu, car il mérite d'être restauré et d'être classé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Nous avons un gros travail à effectuer, nous tous Guadeloupéens, pour que ce lieu puisse rester dans les mémoires et être classé. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Avant de prendre la pause, je voudrais rappeler simplement que ce cimetière de nos ancêtres à Capesterre n'est pas suffisamment connu. Et donc, c'était l'occasion pour cette commémoration de faire un petit focus sur ce lieu. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Iman pour le retour sur l'actu. Mais pour l'instant, c'est le retour sur la pub. Voilà, dans une minute, il va être 13h. On va recevoir tout de suite Madame Laetitia Lebrun, bonjour. Bonjour. Et après, Monsieur Michel Girand, bonjour. Bonjour. Il est désuspendu, il va nous expliquer ça tout à l'heure. Mais pour le retour sur l'actu avec Iman. Retour sur l'actualité où nous avons vu déjà la commémoration de l'abolition de l'esclavage, un sujet que nous avons vu sur Capesterre-Belle-Eau au niveau du cimetière des ancêtres. Nous allons continuer notre parcours à Sainte-Anne et à Gourbert, toujours en lien avec ces événements qui ont eu lieu autour du 27 mai. Nous partirons ensuite au niveau de la CGSS pour faire un bilan au niveau des entreprises et du moratoire lié aux cotisations patronales, ainsi que la semaine du créole, où il y a eu un lionnage qui a été fait au niveau des écoles, des collèges et du créole. Voilà. Tout à l'heure, Iman, on revient tout de suite vers Madame Laetitia Lebrave. Alors, oser l'alternance, pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, pendant longtemps, l'alternance a été, enfin surtout l'apprentissage, c'était une voie de garage qui était plutôt pour les élèves en décrochage ou en difficulté scolaire. Et puis en fait, on s'est aperçu que l'apprentissage, c'est une voie d'insertion. Et en fait, il faut oser être apprenti parce qu'il y a des avantages, il y a certaines contraintes, il y a des obligations, mais c'est un beau parcours. Alors cette journée, c'est demain. Comment ça s'organise sur le terrain ? Alors là, c'est la 5e édition du forum, donc on essaye de faire des choses différentes chaque année. Donc cette année, on a mis le focus sur les candidats, pouvoir valoriser son expérience et son profil à travers son CV, sa lettre de motivation. Souvent, on a des candidats qui sont très très jeunes, qui ne savent pas quoi mettre dans leur CV, donc qui n'osent pas du coup. Et puis l'idée, c'est de les accompagner, de leur dire quoi mettre, de faire attention à ce qu'il faut mettre, de faire également attention à la façon dont on va se présenter à un entretien, parce qu'on peut avoir un très beau CV, mais il faut savoir convaincre. Donc, on a également un atelier de relooking. Et enfin, comment être sur les réseaux sociaux professionnels, savoir valoriser son profil sur ces réseaux. Et puis, on a également invité des entreprises pour un job dating, puisqu'il y a des entreprises qui recrutent dès à présent pour la rentrée prochaine. Et enfin, un focus sur le handicap et l'apprentissage, donc être une entreprise handi-accueillante. Et donc, une conférence en live autour de ce thème.
Alors, d'une manière générale, est-ce que ça fonctionne bien aujourd'hui, l'alternance? Alors, après cette édition. On a de plus en plus de candidats à l'alternance, on a de plus en plus de CFA et de formations en alternance sur notre territoire, donc oui, ça fonctionne. Les entreprises recrutent des apprentis. Mais alors, il faut être prêt. Quand on est candidat à l'apprentissage, il faut être prêt. Il faut se dire qu'on est salarié d'une entreprise et que donc, on ne fonctionne plus comme un élève. Donc, oui. on est à temps plein. Oui. C'est bien ça le problème. C'est ça, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt, il faut être volontaire et il faut vraiment faire attention à ça. On n'a plus de vacances scolaires, on n'est plus un élève. Oui. Donc on est payé. On est payé, tout à fait. On est salarié. On est salarié de l'entreprise, donc tous les avantages de l'entreprise, on les a. Donc, on a également des jours de congés payés qu'on doit prendre. Mais voilà, on n'est plus un élève, on ne fait plus un petit billet pour dire qu'on était en retard ou qu'on était absent. Voilà, on rentre dans le monde de l'entreprise et donc on a toutes ces attitudes à acquérir autour de la posture de salarié. Cependant, ça s'apprend. Oui. C'est-à-dire que passer de la posture d'élève en septembre à celle de salarié, ça s'apprend. Mais il n'y a pas justement, j'ai envie de dire, un couloir avant d'arriver à l'entreprise pour que l'alternance soit un petit peu mieux préparée? Alors, c'est ça. En général, nous, on essaie de garder les alternants avant. Cependant, comme les entreprises payent quand même dès que le contrat a démarré, elles aiment bien les avoir tout de suite. Vous voyez? Donc, du coup, c'est ça. Combien de temps on les garde pour bien les préparer? Au bout de combien de temps on les laisse aller? Bon, voilà. Il y a tout cet équilibre à trouver, mais c'est entre l'entreprise et le CFA qu'on y arrive. Parce que, vous le savez, quelquefois, les entreprises avaient pas du mal, mais enfin disaient, ouais, un alternant, ça ne m'apporte rien et que ce n'est pas toujours efficace. Donc, comment arriver à, je veux dire, un juste milieu? Alors, c'est vrai que si l'entreprise recrute en se disant j'aurai un salarié supplémentaire que je vais payer moins cher, c'est pas vrai. Puisque il faut que l'entreprise accompagne cet apprenti. Et ça veut dire qu'il faut trouver le temps, parce qu'en fait, c'est du temps qu'il faut pour pouvoir avoir le temps d'accompagner, de faire le point, de répéter, etc. Donc, c'est vrai que, comme je le disais, dans nos calendriers d'alternance, on essaie toujours de garder les apprentis en début de formation pour leur donner justement ce savoir-faire, ce savoir-être qui est nécessaire pour passer du statut d'élève à celui de salarié. Est-ce que l'alternant a le droit d'entrer à l'UGTG? Ben, si on dit que c'est un salarié à part entière... Normalement. Il a le droit d'être syndiqué, tout à fait. Bon, alors, le rendez-vous donc est pris, c'est à Taonaba, c'est bien ça? Taonaba aux Abîmes, oui, en présentiel de 9h à 16h, avec tous les ateliers que j'ai cités auparavant. Pensez à vous inscrire sur le site du Greta, www.gretaguadeloupe.fr, parce qu'il y a des ateliers qui ont un nombre de places limité et que donc pour pouvoir vous accueillir au mieux, il vaut mieux être inscrit aux ateliers. Et puis, on aura des partenaires qui vont venir donner des informations. On aura Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, la DETS, et puis le Greta qui va donner toutes ces informations sur les formations. Alors, je pose quand même la question, c'est une version pour les alternants de la Grande Terre ou bien c'est pour toute la Guadeloupe? C'est pour toute la Guadeloupe. Celui qui sort de Basse-Terre doit venir... Oui, on est là toute la journée de mercredi. Ouais. Bon, après, ça c'est le focus, mais bien sûr, s'il y a besoin d'informations en dehors de ce temps fort, bien sûr que le Greta toute l'équipe va répondre tout au long. Rendez-vous avec les chefs d'entreprise et les futurs alternants. Voilà. Tout à fait. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci et aux entreprises aussi qui vont donner le numéro de téléphone pour allez-y. On veut avoir des renseignements. Donc, il faut contacter le 05 90 83 43 28. Vous pouvez répéter que je note? 83 43 28, c'est un fixe. Merci Madame Lebrun. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée à l'alternance. On se trouve vers... non, il n'est pas chef d'entreprise. Oui, c'est quand même c'est un chef d'entreprise, finalement, un infirmier libéral. Aussi. Oui. Chef d'entreprise, un formateur. Oui, mais vous ne prenez pas d'alternant chez vous. Les infirmiers libéraux ne prennent pas d'alternant? Pas encore? Non, pas encore, mais nous comprenons mon deuxième chance, arriver nous des points de mon à l'école de la deuxième chance. Alors, Michel, j'ai invité parce que, loi là sortie, le 5 août pas qu'à exister encore théoriquement, les suspendus, plus ou moins, des suspendus, on a dit, qui ça sera passé? Avec elle, je dis juste des mots par rapport à ça. Rapidement, c'est en tout cas coûté et c'est dommage qu'il faut les apprendre au dernier moment. Les alternants, au dernier moment, qui apprennent comment faire un CV, comment faire. Ça doit être à lignée à leur rentrer à l'école. Normalement, on rentre pour aller travailler. Aux États-Unis, c'est comme ça, justement. Donc, normalement, ça doit être déjà dans le programme-là aussi, pour ne pas ni à former les démons, les deux entités, c'est-à-dire autant les alternants que les
professionnels, les chefs d'entreprise, puisque jusqu'à présent, on a trouvé un déséquilibre par rapport à ça. Absolument. Sans compter que 62% des chômeurs de moins de 25 ans en Guadeloupe, c'est très important. Et ça aussi, c'est un travail pour faire par rapport à ça. Et pour l'UGTG, ben oui, il y a défendre les travailleurs. Donc, tout à fait, il y a tout à fait à voilà. Mais non, mais Madame Lebrave, c'est vrai que c'est bien de oser l'alternance, mais je pense que il faudrait peut-être y penser une période vraiment entre le moment où l'alternance entre en entreprise et l'avant. Parce que quand ils arrivent, ils sont déjà, ils croient qu'ils sont encore au lycée. Et ils arrivent en retard pour eux, mais j'ai raté le bus, etc. Et je pense qu'il faudrait une période de, j'ai pas envie de dire de formation, mais presque pour l'alternance. Une période d'adaptation. D'adaptation, vraiment, oui. on passe du statut d'élève à celui de Le salarié. salarié. Mais alors, pour répondre à M. Girand, non, c'est intégré dans les programmes de l'éducation nationale. Il y a le stage au niveau du collège, entre la 4e et la 3e, où on apprend à faire un CV. Et puis en général, il y a encore, en fonction des filières, il y a des stages pendant les années de lycée. Mais c'est vrai que les jeunes, ils ne savent pas forcément quoi mettre. Donc on est là aussi pour les accompagner. Bon, alors, nous allons venir à les suspendus. Bon, mais le décret sorti, oui. Et puis il dit qu'on réintégrer. Son loi. Oui. Comme tu as une loi pour te suspendre, tu as une loi pour te mettre mon des pieds à terre. Donc effectivement, mon entrée avait l'autre difficulté, puisque c'est une histoire inédite. Suspension parce que le monde n'est pas vacciné, pas. Donc ça a une difficulté au niveau des diverses entreprises. Des divers hospitaliers. Alors, le privé est venu le CHU. Alors, là, ça c'était plus facile, le CHU ou bien au privé? Vous savez, les privés, c'est chef d'entreprise et ils ont besoin de bénéfices, ok? Et dans le milieu fonction publique, on doit tout comprendre qu'il y a un autre fonctionnement qui n'est pas même bien là. Mais effectivement, ils étaient gommés surtout là pour y rentrer. Ils savent qu'ils étaient un nombre de jours. Pour y prendre en vacances quand même. Vacances à suspension là. Alors, c'est ça qu'on va comprendre là, justement. Alors, expliquez-nous ça. Il faut y souffler quand même, puisque entre le mental, entre Kembe pendant 20 mois, sans salaire, sans revenu, sans rien, et qu'à attendre un moment pour y dire qu'on va réintégrer. Postal, c'est tout à fait normal qu'on y en charge ce qu'il y a ni de voiture, ni de case, ni de mari et femme, dans des conditions comme ça. Donc, il faut savoir que ce n'est pas évident. Donc, il faut quand même bailler en temps pour y souffler, pour y organiser. Alors, il y a rencontré un des infirmiers qui dit mon salaire est arrivé au CHU, là, dans d'autres travail. C'est mon est complètement à terre s'il est resté là. Ah oui, mais ça c'était normal. Ça était déjà un problème avant Covid. Un problème de sous-effectif, de moyens matériels et humains. Avec Covid, là, il n'y a pas gardé que la population là qui souffrait, il a gardé qu'il n'y a pas suivre la loi. Mais la loi, ni l'esprit de la loi aussi, ni tout un ensemble de situations à la Guadeloupe, pas de permettre qu'elle te suspende le monde. D'autant plus que ça prouvait 100% des monde actuellement là, pas vaccinés. C'est une façon de. C'est son analyse qu'elle nous a fait. Là, on prend 2 vaccins ou pas vaccinés. Là, on prend rien ou pas vacciné. Et en milieu hospitalier, il y a dans les autres milieux, même si on prend 3 ou pas vacciné, puisqu'il y a un 4e qui est alternatif. Ou il faut reprendre après ça. Il faut attendre et il y a un délai. Tout le monde a dépassé le délai en Guadeloupe. Donc ça veut dire que nous, à 100% pas vaccinés, et nous tranquilles, la Guadeloupe, la population, pas ni pathologie là, ça. Il a fait sortir dernièrement 118 cas. 118 cas, c'est un qui sorti comme ça. Mais il n'a pas dit est-ce que c'est non vacciné, est-ce que c'est vacciné, est-ce qu'il y a asymptomatique, est-ce qu'il y a en réa, est-ce qu'il y a hospitalisé. Non. Il y a un qui dit 118 cas positifs. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont la grippe, ils sont positifs aussi. Les gens qui ont d'autres problèmes, ils sont positifs aussi. Donc voilà, les problèmes là. Alors, libéral, c'est notre problème. Alors, justement, le libéral, qui ça va passer pour les libéraux? Parce que je n'ai pas de clientèle là, pour certains. Nous payons tout. Nous payons de cabinet, nous payons de clientèle, nous payons de patrimoine professionnel en nous. Ça qui veut dire qu'en les textes là, on croit bien que soit ils ont fait ça par esprit ou bien ils ont une méconnaissance de profession libérale. Ils ont dit à décret là qu'à date de décret là, entrée à effective. Ça veut dire qu'on croit là, et on va trouver un cabinet, ou bien on va trouver un client, on va crier, il vient, construire un carénage. On va savoir. C'est pas normal que l'ARS pas sorti petit bout de fauteuil là, pour il peut parler aussi et expliquer. Donc nous commandons indemnité. Surtout que
vaccin là, il y a bien dit que quel point, quel pas point, ou dans les mêmes conditions là. Et là, au point, ou pas protéger les gens, et vous-même pas protéger. Donc, c'est tout à fait normal que nous avons réclamé indemnité en nous, nous avons réclamé, tout ça nous paie pratiquement. Mais pour on libéral le jeune là, qui peut être cabinet, qui peut être clientèle là, puisque en ça, dans le libéral, il y a quoi acheter clientèle. Est-ce que je n'ai pas une possibilité d'acheter une clientèle? Mais on ne peut pas acheter rien, puisque toute économie là qu'on a là pendant 20 mois là, il y a été en l'air pour être payé sans tenir à payer. C'est-à-dire, mon était à doué, case, voiture, et tout ça, après fini. Ouais. Mais même les gens qui sont entrés à l'hôpital qu'on est là, quand ils payent le mois là, salaire, ils payent au fin de mois là. Ouais, mais il n'y a rien, il n'y a rien, puisqu'il n'y a ni des arriérés. Ouais. Donc, ça ne va pas ça automatique, hein, c'est systématique, ou à moins l'argent rentré, il va récupérer. Et la banque peut faire le bon prêt non plus. Il n'y a pas la banque, surtout en Guadeloupe, il n'y a pas la banque qui fait le bon prêt. Donc, situation là difficile. Ouais. Mais nous croyons de ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait là pour les libérales d'une manière générale? Là, nous faisons courrier de manière générale avec toutes les entités. Nous avons courrier. Nous voyons à l'ARS, nous voyons à la Sécurité sociale, nous voyons aussi à tous les instances, hein, préfet là, tout le monde, pour nous rencontrer, pour nous parler, pour nous discuter, pour nous. Donc, nous avons fait un premier courrier, c'était pour un rendez-vous le 17. Nous pas attraper, donc nous attendons le prochain rendez-vous là pour nous rencontrer. Ouais. Mais ça n'a pas fini, la lutte n'a pas fini. Et ça va là aussi bien pour les médecins libéraux que pour les infirmiers, que les kinés, etc. Aussi bien pour les médecins, c'est un véritable hécatombe. Vous savez, là, supprimer en île qui la Guadeloupe, pour supprimer un médecin, il faut compter qu'un médecin qui a visité 30 personnes par jour à peu près, hein, en moyenne. Compter à dans un mois combien de monde qui peut visiter. Ouais. Compter à dans 20 mois combien de monde qui peut visiter. Ouais. Le temps que le malade là, ça cherché à trouver notre médecin. L'œil trouvé, ça n'y a pas surcharge pour le médecin là qu'il a là. Ouais. Ça veut dire qu'il peut une visite à domicile encore, puisqu'il paye ni temps à domicile. Il faut savoir que notre population, nous, culturellement, c'est les personnes âgées qui restent à Casayo. Alors ça veut dire, imaginez toutes les conséquences que ça posait par rapport à la suppression à tous les professionnels de santé. Parce qu'après l'autre jour, tu es venu en reportage et a désiré de pas amener médecin. Déjà avant Covid. Avant que pas déjà médecin, Madame Leboeuf le sait. Oui. Déjà avant Covid. Et au fond d'Expois, ils mettaient en consultation le mardi, je crois. On joue ou 2 jours. Ça veut dire qu'on y doit malade le mardi ou le jeudi. Donc, toute ineptie là qui est là, dans ça, il faut que le système de santé en Guadeloupe là, il ne faut pas jamais comparer à la France. Là, on a 337 dossiers qui sont passés au tribunal qu'on est là. Ça équivaut à 53 000 dossiers en France. On va compter ça. Donc, imaginez tout le problème là qu'il y a là. Parce que justement, tu as posé cette question-là, par rapport à les gens qui portaient plainte au tribunal, le fait que la loi là, ils ont révoqué, disons, pour qu'on y est là. Il faut abouger réellement. Qu'est-ce qui a passé pour ces gens-là qui portaient plainte? Eh bien, c'est en cours, hein. Nous allons continuer. Action là, oui, il faut passer au tribunal là. C'est ça, tout à fait normal. Donc, ni des résultats qui étaient positifs. Mais par exemple, Guyaver, pas attendre pour langue, malgré il y a 3 fois qu'il y a eu peine. Il ne peut pas entrer en vitesse. Alors, nous, notre problème, c'est la coût santé fonctionner pendant toute période là, ça. On a posé une question, on a posé à d'autres monde. Est-ce que la cour santé est fermée ou bien est-ce qu'elle a continué? On ne peut pas laisser le peuple là, en patrimoine comme ça, on ne peut pas laisser le peuple là. Nous faisons un meeting qui est fantastique, malgré le problème, nous mettons un concept en place de santé, de prévention, en l'EBIC là. Et ça a marché super bien, nous ne pouvons pas laisser ça. Nous faisons, même si nous ne pas fait le même rythme qu'il est nous dans l'EBIC là, puisque les gens qui reprennent le travail, mais nous avons envie de pérenniser. Parce que c'est vraiment un nouveau système de santé que nous allons mettre en place. Et on peut que des défis vocaux là aussi, quand comment dire? Alors, pour remercier tout le peuple là, parce que le peuple là, il est nous. Si nous qui avons 20 mois, c'est qu'il n'y a ni monde qui peut manger, ni monde qui peut l'argent, ni monde qui peut croire, ni monde qui contribuer à ce que nous solidarité là, c'est ça. Pardon? Une solidarité qui fonctionnait. Voilà, vraie solidarité qui fonctionnait. Donc forcément, là, ces jours-là, ça, nous avons fait Fête Bayo, avec des grands musiciens, avec un lot musicien même qui
qui gratuitement a offert nous justement les prestations. Tout ça. C'est samedi, ça sera fait, c'est samedi, c'est ça? Alors, après samedi, au bic défi vocal. Alors, on a défi vocal, là, dans défi vocal, là, on a ni Mimi, on a ni Admiralty, on a ni Agnon-Trou, bon, qui dit tout à l'heure, on a des gens comme ça qui est passé. Freeze Naffaire qui a passé aussi. Aussi, ouais. Alors, après, nous avons le 10, on a les Oulouz, c'est un groupe vers la Viso. Ouais. Et puis, Sony Toupé, et puis Fips. Et puis, festival là, pour santé. Festival là, pour santé. Après, Terre de Blues, nous avons la Terre de santé. En tout cas, ça a été bon quand nous faisons stèle. Ça a été bon quand nous faisons stèle en Lébic là, parce que c'est une histoire à marronnage, hein. C'est une histoire à dimanche 11, mais ça dimanche 11, les Aiglons, quand même. Tout ça, c'est soutien. Ouais. Il n'y a pas mal de nous en centime, respect pour eux, pour les grands musiciens qui comprennent la situation là en Guadeloupe, qui comprennent que la santé a une importance à un pays là et que un monde de moins, sans monde de trop. Ouais. Qui est en moins. D'accord, effectivement. Bon, alors premier rendez-vous là, c'est samedi. Premier rendez-vous là, c'est samedi, le défi vocal là. Et le festival là va continuer jusqu'au 11. Bien, Michel, pour nous remercier le public là, pour nous remercier tous ces gens qui aident nous là. Nous pas ni les moyens pour d'autres qui défendent en fait et que nous sommes contents qu'ils soient là, qu'ils viennent vers nous. Bon, nous quand dire merci. Et puis bon force. Un respect prochain fois que nous disons que nous avons ouvert cabinet. On a d'autres codes à encore moins là. Ça, vous pouvez dormir. Voilà, on revient à l'actualité des commémorations. On est à Goubert cette fois-ci. Voilà, c'est parti. Un jour important pour nous, pour les Guadeloupéens. Donc voilà, l'abolition de l'esclavage, très important de ne pas oublier notre histoire. Et à Gourbert, aujourd'hui, on a voulu marquer ce jour. Merci à Omer, merci à la collectivité de Gourbert et à tous les colistiers du maire. Il fallait conjuguer le sport, mais aussi la culture. Et on a profité de ce moment populaire aussi pour mieux transmettre aussi, hein, c'est un pan de notre histoire qui est très important, qui est Delgrès, 1802. C'est aussi l'esprit aussi de l'abolition de l'esclavage, ceux qui ont lutté pour notre dignité, pour aussi des valeurs humanistes, hein, voilà, universelles. Donc les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, c'est tous ces combats que nous menons quotidiennement. Et aujourd'hui, symboliquement, le 27 mai, qui est le symbole de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, définitivement. Et on a voulu le marquer à Gourbert, comme dans d'autres communes, très fortement, avec des hommes de culture benzo, des parties musicales et liées aussi, comme vous l'avez dit, au départ de la course, avec un dépôt de gerbe sur la stèle, le buste de Delgrès avec Boris Karen, très symboliquement, pour montrer aussi qu'il y a des liens, des ponts entre le sport, la culture, et qui est dans l'esprit de politique publique qui est très souvent associé. C'est important pour nous puisque ça en nous gourmet par un lobbytin pour liberté en nous. Liberté en nous, c'est ça qui fait que aussi nous cultivons en nous et combativité en nous. Et c'est pour ça nous l'âge de là pour mettre à l'honneur et dire merci, un grand merci. En nous, nèg maré, nèg libre, nèg marron, nèg à case, nèg habitation, nèg qui savent lire, nèg qui savant, nèg noué ou milatresse, toute qualité nèg, je la pas ni maître ou bien maîtresse. Dis-on nous pas jamais fait messie atrocité yo fait nous. Nous ka être gourmet pour liberté en nous. Voilà, c'était à Goubert, reportage Olivier Félix. Et là, on revient à la CGSS, puisque ce matin, il y avait donc un point de presse lancé pour pouvoir informer les entreprises que vous êtes payés, parce que le moment du moratoire est pratiquement terminé. Michel Depape était sur place. Nous sommes à la CGSS. Le but pour nous, c'est de communiquer à nos entreprises
cotisants en Guadeloupe, pour leur dire que nous sommes toujours là pour les accompagner, pour les aider dans des périodes difficiles, notamment quand ils ont des difficultés pour payer leurs cotisations, et notamment dans le cadre de la régularisation des cotisations qui étaient dues pendant la période Covid et qu'ils doivent rembourser maintenant à l'URSSAF. Donc nous avons mis en place, dans le cadre des mesures gouvernementales, des moratoires qui sont majoritairement suivis, mais pour certaines entreprises, des difficultés peuvent être connues, et donc on est là pour les aider, pour les accompagner dans ces difficultés. Nous allons envoyer des courriers pour les entreprises qui ont encore des difficultés. Il y a 3000 courriers qui vont partir là, concernant ces entreprises, pour les inviter à reprendre contact avec nous pour fixer un nouveau moratoire et voir comment, surtout avec elles, on peut réussir à régulariser ces cotisations qui restent dues. On a une action sanitaire et sociale pour les travailleurs indépendants avec 2 aides principales, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide financière exceptionnelle. Les deux peuvent se compléter. Donc on les invite vraiment à se rapprocher de la CGSS également pour qu'on puisse regarder à la fois leur plan d'appurement et intervenir si nécessaire avec une aide en action sanitaire et sociale. Voilà, fin de la deuxième séquence du ZCL News. On se retrouve dans un instant. Pour la suite, on va recevoir Gilbert Coucou dans un instant et Miguel d'Auvergne pour sa chronique Face à faire face. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Nous allons recevoir dans un instant Gilbert Coucou. Bonjour. Bonjour. Il est musicien, mais pas que, musicologue même, engagé. Il parlera un petit peu de mai 67. Mai 67, nous sommes encore dans la période, même si la date historique, c'est du 26-27 mai 67, mais on en parle encore et on doit encore en parler un peu plus tard. Bonsoir Miguel d'Auvergne, bonjour. Bonjour. C'est la chronique, nouvelle chronique Faire face. Elle nous dira à quoi donc. Pour l'heure, on fait un retour sur l'actu avec Iman. Alors, retour sur l'actu, nous avons déjà parlé du bilan avec la CGSS qui a été fait au niveau des entreprises concernant le moratoire par rapport aux cotisations patronales. Nous avons déjà aussi parlé de l'abolition de l'esclavage dans différents sites, sur Gourbert, sur Cap-Esther. Nous allons passer maintenant sur Sainte-Anne où des événements ont été mis en place aussi par rapport à cette abolition. On va voir un reportage de Désir Boucaud. Aujourd'hui est un jour spécial, comme vous le savez. Nous sommes le 27 mai, abolition de l'esclavage. Donc c'est une manière pour nous d'honorer nos ancêtres en faisant cette prestation. Donc nous avons tout d'abord monsieur, on l'appelle BML, qui est un comédien, conteur. Ensuite, les jeunes de la Couvéranda, donc les enfants qui sont avec nous depuis quelques années. Ensuite, nous continuons avec le groupe Eben, un groupe de femmes, uniquement composé de femmes. Et on termine par un coup de tambour avec, comme on dit, Moun à la Kula, donc c'est Moun en nous, et on va terminer en beauté. Eh bien, on se voit là, on va présenter les autres, on va parler de Victor Hugo, mais normalement, c'est de Victor Hugo quand il vient parler, parce que Victor Hugo, c'est Mouna qui vient mener. Il menait guillotine là, il menait abolition de l'esclavage là, mais en même temps, il venait décider, c'est lui qui venait qui cherchait à remettre nous en esclavage encore. Alors l'objectif déjà, c'est de sensibiliser dans ce cadre de cette commémoration, de sensibiliser la population. Bien entendu, sur le côté ludique, le côté animation, le côté, parce que ce sont la Couvéranda, pour ne pas le citer, c'est un groupe assez mythique sous Sainte-Anne, qui parle du Goka, qui est une école de cas à Sainte-Anne. Eh bien, on va voir ces gens-là évoluer et un petit peu faire des chorégraphies qui fait le reflet de la commémoration de l'esclavage. C'est ce que j'attends ce soir et la population est là pour assister à tout cela. Le 27 mai, c'est date à liberté pour nous.
c'est une date importante, c'est une date nous avons songé misère, atrocité, et ça y fait grand-maman nous, ancêtres nous, dans tout ça en Guadeloupe et dans tout pays, ils mettent en esclavage. Alors aujourd'hui, là, c'est un jour à fête, c'est un jour à songer. Il y a des gens qui ont songé, ils ont prié, d'autres qui ont fêté. En tout cas, il faut marquer ça, il faut marquer aujourd'hui là. On nous songe, il ne faut pas nous oublier. Ils sont là, ils sont avec nous. Et justement, ces moments sont encore trop rares. On attend une fois par an pour penser à eux. Il aurait fallu faire un peu plus de manifestations dans ce sens, car si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, il ne faut pas nous oublier, les ancêtres en nous. Merci beaucoup. Eh bien, on va rester dans le cadre, puisque Gilbert Okoko est venu nous parler lui aussi de 1067. Bon anniversaire au Gilbert, grand musicien, musicologue. Ça n'a pas rien qu'à fait par hasard. Hein. On va venir jouer à l'anniversaire pour parler d'un butin qui j'ai passé. Alors, qui nouvelle? Qui ont avoué ça? Qui ont vécu ça à 67? Eh bien, c'est vrai qu'on était témoin direct, tristement, puisque bon, c'était des circonstances tragiques. Pour un petit bouga 17 ans, et en parlant d'anniversaire, si vous avez loupé moins, si vous n'avez pas loupé moins les soirs, les balles détonnées, des détonations faites, balles pétaillées en pied moins les soirs, en face à Casa Jazor, en partie peut fêter 17e anniversaire, au moins 3 jours après. Donc ça a expliqué qu'elle est 30 ans là. Donc en tout cas, dans le reportage là, que 27 mai qu'a évoqué l'abolition de l'esclavage, mais il a évoqué aussi, quand on s'était dit, malheureusement, les événements, les tristes événements, moi, envie de dire massacre. Puisque en Zion, on a 17 ans, qui plus est musicien, il n'a pas dit en ton sein, mais enfin, tout le monde, il est beau, il est gentil. Et on ne peut pas douter moins qu'on butin comme ça, qu'on est témoin d'un butin comme ça, depuis 11h du matin, moi, en Ancoine, là, à l'angle sous-préfecture. C'était la rue à la Jolle, la rue Lotière. C'est là la Jolle, la Pointe-Théier aussi. Et vous voyez, c'est bien là, ça, vous voyez? Bien sûr, puisque nous sommes là depuis 10 ans, 11 ans. Alors là, on a dit, nous, quelques compagnons musiciens de Ritmo Cubano, puisque Ritmo Cubano a répété en même la rue là, en Casamant, la rame, bon, nous avons occupé un petit espace attenant à boutique à la rame, c'était qui monde, c'était la mère, maman Biolène Gracien, la rame qui était bassissant, nous étions surnommé Biolène. Et alors, Nitini a une équipe en nous, Jean-Pierre Odeye, papa Fred, Jean Baolan, papa Lydia, Freddy Marchal, Richard Dessieux, et T. Philippe, etc. Et puis nous toutes peut-être pas semblé au préfecture là, à côté de 10-11 puisque pas de répéter, mais ça t'est venu c'est des bics. Nous avons rencontré d'ailleurs quartier là, ça c'est ton quartier, c'est ton bic à musicien. Père enfant de tennis à nous. La moto a été jouée là. Bien sûr, mais oui, Joseph Lassite était arrêté dans la zone, Condouane était arrêté dans la zone, Fanfan était arrêté de l'autre là. Et plus loin, bon, c'est ton bic vraiment un musicien. Et Danny Marichaud et Richard Dessieux ont été arrêtés tout près. Et puis donc c'était un passage obligé pour nous, qui était anti-famille. 16, 17, 18, 19 ans, c'était la moyenne d'âge. Et puis donc, nous venons garder comme ça, mais rien pour qu'on fait. Nous avons gardé parce que c'est un qui cinéma, nous avons vu ça, des gens armés, c'est Mamblo. C'était les forces de l'ordre pour peut-être les dames, pas connaître cette expression-là, ça. C'était ces messieurs armés jusqu'aux dents. Il y avait des cartouchières et couteaux qui j'ai encore crié ça, baïonnette, fusil à you, revolver, vraiment armés jusqu'aux dents, ces messieurs blancs qu'on l'est. En passant, c'est parce qu'ils étaient sortis débarquer, il y avait un mine, évidemment, ces messieurs par là pour sourire. D'ailleurs, Kassa, yo, Bité, yo, là, il y avait paré. 10h, 11h. Là, vous regardez, là, il était 10h, 3h, détonation faite, détonation pétée. Parce qu'il y a l'autre qui baille et on commence vraiment, évidemment, nous aussi, on commence à payer, on commence à tomber. Premier monde qui tombe, en pas là, mais en temps, en pas voir tomber plutôt. Parce qu'on est là,
c'est Nestor, Jacques Nestor, leader syndicaliste. Bon, c'est membre du gang. Oui, voilà. Ensuite, d'autres tombés. Bon. Alors, il faut dire, pour le monde qui, peut-être pour connaître bien plus l'histoire, c'était ouvrier du bâtiment. C'est pour ça que nous semblait, nous venons garder qu'il a fait sur la place, tout près. Ouvrier du bâtiment, tu as revendiqué. Il y avait des slogans pour revendiquer quoi? Une augmentation de 2%. À pas 20%, ni 10, ni 50, 2%. Et ça finit par massacre là, nous connaissons là. Voilà. Donc, moi, on pas fait tout de suite. Mais on était déjà musicien, c'est vrai, mais ça pas été en tête en moi. Peu de temps après, quelques années après, on décidé d'écrire, composer, écrire un morceau là, ça, sur les événements, en tant que témoin, en tant que musicien, parce que c'était zarement moins, en fait, de prédilection, moins musicien, mais aussi et surtout, parce qu'entre-temps, on devient professeur de musique et musicologue. Parce qu'on dit, il ne s'agit pas d'exhorter et à la haine, à la vengeance, à la rancune, mais il est essentiel que les gens savent qu'à qui fait. Et à partir de là, faire attention à eux, quelle position à eux. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est ça qu'on a dit. Faut les générations, puisque ça fait 67, ça a fait un moment. Et donc, il faut que les gens savent, il faut approprier, songer là, ça. Qu'on cancelle des candidats là, mais sans tomber dans le désir puisque les héritiers, ça, ils fait un peu de génération un peu pas responsable de ça qu'ils fait. Et puis là, si nous avons donc une exhortation à haïr, depuis où vont blanc, c'est. Puisqu'il faut dire aussi que les ouvriers, c'était qui ça? C'était la population, c'était nègre. C'était nègre. C'est pas ni d'autres mots, c'est créole, nous avons parlé. Et les forces de l'ordre, les forces qui ont représenté le patronat, c'est le pouvoir colonial français, il faut qu'il y ait un chaton chatte. Eh bien, c'était des blancs qui étaient en face. C'est des blancs qui étaient quand même ces fusils-là, en face. Donc, qui monte TV, qui n'a pas TV, eh bien, nous avons une confrontation forcément qu'il y a faire entre blancs et nègres. Ouvriers, patronat, patron, blanc, etc., béquet, tout ça. Donc, moi, quitter qu'à voir les choses de façon idéaliste, en voir ça autrement. Là, on commençait à réaliser par les affaires individus et en son individu citoyen du monde, bitant toujours penser que pour un chocolat, pour assis jaune, pour assis blanc, etc. Moi, commencer à voir la réalité. Donc, ça conscientisait nous sur l'affaire. Et puis, vous parlez, vous évoquez aussi le gong et tout ça, la gègue. Et puis, bon, enfin, après, ça ouvert zier un paquet de monde. Et on dit, faut absolument, faut faire ça, qui, au départ, en support audio, et qui vient en clip aussi après, qui a impliqué bon, les mondes. On va écouter un petit frisé à morceau là. D'accord. C'était... Mio montant tous les Guada au fer. Passe en mai 67, Mamblo à l'État français, assassiné les enfants petit à Guada. Pas d'avoyement de 2% augmentation. Pour criminels assassins. 27 mai, ils tuent, ils blessent, ils torturent, ils nayent, ils font atrocité, non. Mais à pas rien qui la place la victoire, ça fait en toute la pointe et puis faut ouais. C'était 26 et 27 mai 67. On ici la place la victoire qu'a gardé. Travailler Guada vient pour revendiquer. Travailler Guada te semble bouclé.
le 27 mai 67. D'ici la place là avec toi qu'à garder. Régiment m'en blovin pour yo s'accouiller. Bataillon m'en blovin pour assassiner. Laisse-toi tomber, yo joué, Zadik tombé, yo joué, laisse-moi tomber, yo joué, t'arrête tombé, yo joué. J'ai en mai 67, Gilbert Coucou, merci d'Avignon et merci pour tous les mondes qui disparaissent. Merci beaucoup. Je vous dis que nous, un livre qui paraît, nous, c'est mai 67, des vies écaboussées, qu'un grand fait. Et si des gens qui sont intéressés, le livre est disponible. Merci. Voilà. On revient, nous pouvons sortir dans les périodes difficiles, puisqu'on va recevoir Madame d'Aubergne. Bien sûr, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons entrer avec faire face dans le vif du sujet. Je rappelle que faire face, c'est exprimer des violences diverses et variées que l'on peut subir et voir comment s'en sortir. Bonjour Miguel. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. En effet, nous allons faire face ensemble face à ces violences. Et c'est vrai que les miennes, elles ont commencé à l'âge de 7 ans. Et ce parcours de vie, je l'ai intitulé « Ma vie, une torture ». Le début du calvaire. Que s'est-il passé donc après la mort de votre grand-père? Alors après la mort de ma grand-mère, j'ai été arrachée de ma famille brutalement, et enfin de ma famille, de mes tantes, de mes oncles, qui m'ont donné cet amour inconditionnel avec ma grand-mère. Et je suis arrivée dans une maison avec un homme, une femme, dont j'apprendrai plus tard que c'est ma mère, 2 fillettes, il y avait un petit garçon. Et je vivrai cette année de vie remplie de peur, de douleur, de questionnement, de doute, jusqu'à la prochaine étape qui sera pour moi une pseudo-libération, si je peux dire ainsi. Maintenant, à ce moment-là, une petite fille de 7 ans, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, surtout que les violences physiques vont apparaître très rapidement. Elle a des questions, mais elle n'a pas de réponse. Elle parle à sa grand-mère. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné, où on a parlé à celui qui est parti, à celle qui part et qui nous laisse dans cette insécurité. On se demande pourquoi je suis toute seule, pourquoi tu n'es pas partie avec moi. Voilà, des questions sans réponse. Et comment se passaient les journées à l'époque? Alors, j'avais un exutoire. Enfin, j'avais 2 exutoires. C'était l'école. Donc, j'étais devenue une très bonne élève. Et c'est vrai que ma grand-mère me disait souvent qu'il fallait être bonne élève pour plus tard avoir un bon métier. Donc, j'avais pris vraiment cette issue favorable. Et puis, la deuxième, c'était surtout quand je revenais d'école, j'allais me balancer sous le manguier. On avait une balançoire et j'adorais chantonner. C'était pour moi une certaine libération. Voilà. C'était vraiment les 2 moments. Et c'est vrai que pour comprendre un petit peu les violences, on ne va pas rentrer vraiment trop dedans, puisque sinon, cette année, c'est très compliqué, et c'est court en temps. Mais j'ai eu des moments où, par exemple, ma bride de chaussures qui est cassée parce qu'il y a un petit copain qui me brutalise, je tombe, la chaussure se casse, je rentre à la maison et je me retrouve la tête par terre, voilà, ma mère sur moi en train de me taper. Sur la bride est cassée? Parce que la bride est cassée. Ouais. Ça peut être une autre anecdote. C'est vrai que ça m'a marqué parce que c'était la première fois où je subissais de la violence et je ne comprenais pas. Et elle ne m'expliquait pas. Et en fait, elle avait vraiment cette sorte de rage en elle, cette haine presque, et sans comprendre le pourquoi du comment. Un jour, je suis allée acheter du pain, tout simplement, pas de montre, j'arrive, la boulangère qui nous dit, à l'époque c'était une épicerie, en fait le boulanger avait du retard, et j'attends comme tout le monde le pain, parce que je me dis que si je reviens sans pain, je risque peut-être de me prendre une petite volée.
Et en fait, j'arrive un peu tard, forcément, j'ai pas de montre, il fait nuit, et je me retrouve avec une barre de 5 cm. Je ne sais pas si vous voyez les barres de 5 cm qu'on mettait pour empêcher que lors des cyclones, que les fenêtres s'ouvrent. C'est ça. C'est ça, exactement. J'étais choquée, vraiment, je me rappellerai toujours de cette barre, parce que je me suis demandé, je me demande encore jusqu'à présent, comment elle a fait pour ne pas me casser un bras ou... Et elle m'a tapé sans m'expliquer. Et je comprenais que j'arrivais tard, mais j'arrivais tard parce que le pain n'était pas là. Et c'était vraiment de la violence gratuite. Donc il y a eu des histoires comme ça où je me suis retrouvée vraiment, même à prendre la défense de mon frère qui devait se faire taper. Et tant qu'à faire, j'étais l'aînée, eh bien je prenais la violence pour moi aussi parce que j'avais envie de protéger aussi mes frères et sœurs qui n'y étaient pour rien. Mais c'est vrai que j'ai subi beaucoup de violences. Et puis de ces violences physiques, il y a eu des violences sexuelles qui ont commencé par des attouchements. Aussi simple que soit, vous prenez votre douche avec les frères et sœurs et votre beau-père vient et commence à vous montrer comment vous lavez. Et en fait, il insiste dans des parties où il ne devrait pas. Et vous avez 8 ans, vous commencez à vous poser des questions. Et jusqu'au jour où un soir, je me retrouve, puisque ma mère était enceinte, je me retrouve dans le lit de mon beau-père, me réveillant avec une douleur en bas du ventre. Et là, je sors délicatement du lit et je me rappellerai toute ma vie. Je me suis emmaillotée depuis ce jour-là dans mon lit pour que personne puisse m'enlever de mon sommeil et jusqu'à finir avec un couteau de boucher sous mon oreiller pour me défendre au cas où. Comment vous avez survécu à tout ça? Waouh, c'est dur parce que je reviens dans le passé et je suis désolée, hein, je reviens dans le passé. Je crois que j'ai été sauvée par cet amour inconditionnel, excusez-moi, vraiment. J'ai été sauvée par cet amour inconditionnel que ma grand-mère m'avait donné et par ces lignes de conduite du fait d'être gentil, de ne pas mentir, de ne pas voler, d'aimer son prochain. J'ai retenu j'ai su après que c'était les commandements de Dieu et j'ai retenu vraiment ces paroles et cet amour. Et je crois vraiment que c'est ce qui m'a sauvée. C'est pour ça que je parle à cet enfant qui peut-être me regarde ou à ce jeune qui me regarde, qui vit des choses très difficiles en ce moment. Moi, j'ai développé une relation avec Dieu. Je lui parlais. En fait, je parlais à ma grand-mère souvent et je lui demandais pourquoi elle était partie jusqu'au moment où je me suis dit, si elle ne me répond pas, peut-être que lui pourra me répondre. Et j'ai commencé vraiment à développer cette relation avec lui en lui disant tout ce qui se passait et surtout lui demander de me sauver, puisque personne ne pouvait me sauver. Et venant de la part d'une petite fille, je me suis dit que personne ne pourrait me croire. Si je disais que ma mère me violentait, mais que mon beau-père me violentait aussi, et que personne à cette époque, j'ai 49 ans, donc à l'époque, personne ne serait venu à votre rescousse et on vous aurait dit « mais arrête de raconter des bêtises » et tout ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel de continuer à parler, à prier. D'ailleurs, on dit bien de prier sans cesse, et d'avoir cette pleine conviction qu'un jour, vous serez sauvé. Il faut vraiment avoir cette pleine conviction. Pour moi, j'appelle ça la foi. Comme quelqu'un qui pourrait très bien se dire, j'ai la foi, je sais que je vais réussir mon examen de médecine alors que j'ai rien révisé, mais voilà, j'ai bossé un peu, je vais réussir. Et je pense que développer cette foi, parce que j'ai su après que c'était la foi, le fait d'avoir développé cela m'a tenue en haleine, m'a permis de me rendre compte que si je faisais le bien, si je restais droite, si je faisais exactement ce que ma grand-mère m'avait dit, un jour ou l'autre, je serais sauvée. Et à l'âge de 13 ans, ma mère m'annonce que je vais partir en métropole. Et on ne dit plus métropole, on dit la France. La France. Et j'ai su ce jour-là que c'était la réponse que Dieu m'avait donnée, vraiment. Alors, on a un petit extrait musical oui. qu'on va écouter rapidement avant de conclure. Oui. Oui, vas-y.
Tu t'es fait geste de condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on priait, ces égyptes, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égyptes, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo. Oponanga, yamona ponayo. Yahweh olinganga, yamona lingayo. Oza, olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh. Ezayonde bolingo ya mutema. J'adore, vraiment. L'amour vous sauve. L'amour vous sauve. L'amour est plus fort que tout. J'ai envie de dire aussi aux parents qui abusent de leurs enfants, qui sont méchants, qui ont de la colère en eux, que l'enfant ne rachète pas la colère. L'enfant ne rachète pas les faiblesses. L'enfant ne rachète pas les échecs. Il n'y a que Jésus qui rachète, qui restaure l'être humain. Il n'y a que lui. Donc, ce n'est pas la peine de prendre pour un sujet, pour une délivrance ou le fait de battre un enfant. Il faut lui parler à cet enfant. La parole sauve, la parole, elle est vivante. Et dire « je t'aime » à un enfant, c'est bien plus fort que d'aller lui donner des coups. Merci, Aubin. Voilà. Un rapide rappel à l'actu avec un retour à l'actu avec Amiman avant de se quitter. Oui, retour à l'actualité. Aujourd'hui, nous avons parlé du bilan de la CGSS par rapport aux entreprises et au moratoire qui a été mis en place concernant le Covid. Nous avons aussi parlé longuement de tous les événements culturels qui ont eu lieu par rapport à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc à Gourbert, à Capesterre et à Sainte-Anne. Voilà, donc c'était essentiellement ça. Et on a reçu aujourd'hui... au début du ZCL, on a reçu Michael Mirabli et Eric Poulin pour parler du tournoi U16 qui est organisé par le Conseil général. On a reçu ensuite Laetitia Lebrave, la directrice opérationnelle du GRITA, pour la journée de l'alternance qui débute demain aux Abîmes. Michel Gérard, infirmier libéral, éducateur, thérapeute, est venu nous dire qu'il paye pour travailler dans ces conditions-là, mais que le combat continue pour les suspendus. Gilbert Coco nous a représenté ce morceau inoubliable et qui est nécessaire chaque mois de mai pour les événements qu'il a vécus dans son enfance, 2-3 jours avant son anniversaire. Et puis on vient de terminer avec Miguel Louberne, qui elle aussi nous a parlé des violences. Là, c'est des violences familiales, conjugales. Et l'amour, c'est la réponse, c'est ça? Oui, l'amour. C'est plus fort que tout. En tout cas, à tous ceux qui ont collaboré à ce ZCL News, il est pratiquement 24h dans 4 minutes. La réalisation est assurée par Jordan, avec sa co-réalisatrice, je parlais, de Njoana. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Merci Gilbert. Merci Iman. Et à très bientôt, c'est-à-dire demain, à la même heure, 12h30, c'est parti.